Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis. La dernière fois, on avait abordé ensemble le sujet des origines de Rome, de sa fondation légendaire à l'ascension de ce royaume dans le contexte de l'Italie centrale. Mais on avait également vu que la péninsule italique, au tout début, est alors divisée en 4 grands ensembles. Du nord au sud, d'abord l'Italie des tribus celtes et gauloises qui occupaient la plaine du Pô, ensuite l'Étrurie, terre de la civilisation étrusque dans l'actuelle Toscane, mais aussi en Ombrie, l'Italie romaine est peu à peu romanisée autour de la ville de Rome, enfin la Grande Grèce, l'Italie du Sud, dominée par les colonies fondées par des populations helléniques ayant émigré en Sicile, en Calabre, en Campanie et dans les Pouilles principalement. Mais au cours de ce IIIe siècle avant notre ère, la puissance romaine, qui peu à peu s'étend à presque toute l'Italie, doit faire face à une autre cité qui souhaite elle aussi s'étendre vers la Sicile, depuis l'autre côté de la Méditerranée, en actuelle Tunisie. Ici s'ouvre l'épisode de la plus célèbre des guerres de la Rome républicaine. Depuis les origines, Rome et Carthage avaient pourtant vécu en relative bonne entente. Carthage avait été fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ par des marins phéniciens de Tyr, Rome un siècle plus tard. Les deux cités avaient eu jusque-là des ambitions plutôt bien compartimentées, ce qui avait permis d'éviter les accrochages. Rome avait été une puissance avant tout terrestre dont l'influence s'arrêtait aux limites de la péninsule italique. Carthage avait une vocation ouvertement thalassocratique, c'est-à-dire maritime, la première flotte militaire de Méditerranée occidentale, et sa prospérité reposait sur le commerce notamment des métaux, des épices, de l'huile, du blé et du vin. D'une certaine manière, la cité punique était organisée un peu comme Rome, c'est-à-dire dominée par une oligarchie de grands propriétaires, sauf qu'au lieu d'être des propriétaires terriens, il s'agissait de familles de grands armateurs. La Grande Grèce avait jusqu'ici toujours fait office de zone tampon, empêchant les deux domaines d'entrer directement en contact. Mais la fin de la guerre contre Pyrrhus et la prise de Tarente en moins 272 va changer considérablement les choses. Les deux puissances se retrouvent directement face à face, notamment en Sicile. Carthage a un domaine à préserver, Rome a des ambitions de moins en moins faciles à camoufler. Et l'enjeu principal du premier affrontement sera le formidable grenier à blé que constitue la Sicile. Le blé, énergie capitale dont on dit souvent qu'il est en quelque sorte le pétrole de l'Antiquité et dont le contrôle est extrêmement précieux dans la constitution d'une puissance à cette époque. La cause principale de l'affrontement est donc le choc de ces deux expansionnismes, mais l'engagement est plus précisément à mettre à l'actif des Romains, et Pierre Milza, dans son livre Histoire de l'Italie, va plus en détail sur les ressorts qui poussent le peuple de Rome à s'engager dans le conflit. À Rome, le Sénat subissait la pression de tous ceux qui avaient un intérêt à la conquête de la Sicile. Certains grands propriétaires qui aspiraient à acquérir de nouvelles terres et de nouveaux contingents d'esclaves, les fournisseurs aux armées, les entrepreneurs de travaux publics, mais aussi de nombreux représentants des classes populaires, ouvriers et artisans qui vivaient de l'entreprise militaire. Ce que l'on peut donc constater, c'est qu'il y a un consensus populaire à Rome en faveur de l'expansionnisme. La conquête n'est pas seulement une affaire d'élite, elle est plébiscitée y compris par les basses couches sociales, et c'est ça qui fait de Rome un cas bien particulier. C'est un impérialisme reposant sur la conquête avant de résider dans le commerce. La première guerre punique va donc durer 23 ans, de 264 à 241 avant Jésus-Christ. Les cités de la Grande Grèce se rangent presque toutes du côté de Rome, ce qui permet à la République de prendre rapidement le contrôle de la Sicile, sans toutefois réussir à en expulser les Carthaginois solidement rassemblés à l'ouest et autour de Palerme sous le commandement d'Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, et dont l'activité pendant la majeure partie de la guerre consistera dans l'affaiblissement des forces gréco-romaines par des pillages, razzias, incursions dans toute la Grande Grèce sicilienne et péninsulaire. Au milieu des années moins 240, Rome est tellement exsangue et les caisses tellement vides qu'elle est toute proche de concéder la victoire à Carthage, alors même qu'elle contrôle la grande majorité de la Sicile. Mais dans un sursaut de patriotisme évoqué notamment par l'historien Polybe dans ses histoires, le peuple romain va financer de lui-même, sans attendre son gouvernement, la constitution d'une flotte dans le but d'en finir avec le parasitisme carthaginois. Les Romains ayant appris des batailles navales qui avaient eu lieu durant cette guerre qu'ils ne battraient jamais Carthage sur le plan strictement naval, c'est-à-dire dans des batailles de manœuvre et à distance, il fallait absolument privilégier l'abordage systématique afin de porter le combat
sur le pont des navires dans le domaine de l'affrontement physique où Rome dominait. En moins 241, la bataille des îles Égades permet à Rome d'isoler Hamilcar et de le contraindre à la retraite en le coupant de sa flotte de ravitaillement qui arrivait d'Afrique, lente et chargée, tandis que les Romains avaient misé sur des bateaux légers pouvant éperonner facilement. La guerre a rudement éprouvé économiquement et saigné démographiquement les deux puissances. Dans les années 230 avant notre ère, une révolte de mercenaires sardes au service de Carthage permet à Rome de mettre facilement la main sur la Sardaigne et la Corse. Mais durant cette période de répit, les ennuis, côté romain, se situent en fait ailleurs. D'une part en Adriatique, où la piraterie prospère, ce qui mènera Rome à mettre le pied en Albanie et sur le littoral dalmate dans les années moins 220, première étape avant la conquête de la Grèce. D'autre part, à l'intérieur des frontières de la République, où les Gaulois des régions septentrionales s'étaient soulevés contre l'installation de colons de la plèbe romaine, à qui Rome avait offert des terres en compensation de leurs efforts durant les guerres puniques et du creusement du fossé social avec les patriciens enrichis. En moins 225, la révolte gauloise est écrasée. De son côté, Carthage tentait de trouver des solutions pour restaurer sa puissance. Dans les années 230 avant Jésus-Christ, elle se tourne vers l'Espagne, terre immense et dépeuplée, aux ressources nombreuses et faciles d'accès. La richesse abonde alors sur Carthage. Pour contrer ses concurrents, Rome fait alliance avec les tribus ibériques pas encore soumises à Carthage, notamment au nord de la côte orientale espagnole. Mais Carthage ne se soucie pas de l'alliance romaine et continue de progresser. En fait, c'est l'élection d'Hannibal, en moins 221 à la tête de l'armée carthaginoise, qui va véritablement décider la puissance punique à affronter Rome. Cette fois-ci pas en Sicile ou en mer, mais directement dans la péninsule italique. C'est la deuxième guerre punique. Hannibal lève alors une grande expédition qui va mettre plusieurs années à monter, composée de dizaines de milliers de fantassins, cavaliers et éléphants de guerre, traversant depuis l'Espagne, les Pyrénées, puis la vallée du Rhône et enfin les Alpes pour déboucher dans la plaine du Pô en moins 218, perdant au passage près de la moitié de ses troupes de famine ou de maladie. Qu'à cela ne tienne, des nouvelles dizaines de milliers de combattants issus des tribus gauloises cisalpines, les Sénons entre autres, se joindront à Hannibal, escomptant avoir leur revanche sur Rome. Ravageant tout sur leur passage, les Puniques ne sont déviés de Rome que par l'habileté du dictateur Quintus Fabius Maximus, qui va appliquer ce qui devait devenir par la suite célèbre dans la tactique militaire, sous le nom de stratégie fabienne. Il s'agit d'une politique de terre déserte, et non de terre brûlée, consistant à abandonner sciemment à l'ennemi une partie du territoire afin de le faire se détourner d'un autre objectif. Ainsi, harcelant les troupes carthaginoises sans jamais les attaquer frontalement, Rome va les faire se diriger vers le Samnium, la Campanie et enfin l'Apulie, les laissant mettre à sac ces régions. En août 216 avant Jésus-Christ, le moment est venu. Rome envoie une force considérable de 80 000 hommes en Apulie pour régler définitivement le cas Hannibal. À la bataille de Cannes, les légions romaines vont pourtant subir l'une des plus effroyables défaites de leur histoire. 70 000 tués, parmi lesquels un consul, 21 tribuns militaires et une centaine de sénateurs. À cela s'ajoutent les défections massives des alliés de Rome et le grand espoir que suscite désormais Carthage pour toutes les régions sous domination de la République. Mais le problème majeur pour Hannibal, c'est de ne pas vraiment savoir quoi faire de cette victoire qui, en fin de compte, ne fut pas décisive alors qu'elle avait tout pour l'être. En effet, ce dernier manque d'hommes et de matériel. Ce qu'il possède est suffisant pour occuper le terrain, mais pas pour prendre Rome. Faute de mieux, il va alors se cantonner dans les montagnes d'Italie méridionale, et Rome reprendre ses campagnes de harcèlement. Mieux, à la fin des années moins 210, la République va même parvenir à reprendre l'initiative, notamment en Sicile, où elle rétablit l'ordre et bat en moins 207 l'armée de secours demandée par Hannibal qui arrivait par le nord. Entre-temps, Rome a puni très sévèrement ses anciens alliés qui avaient fait défection. C'est ainsi que Capoue, près de Naples, est entièrement détruite. Entre alors en scène Scipion, bientôt dit l'Africain. De retour d'Espagne, où il a mené de victorieuses campagnes, il propose depuis la Sicile de lancer une attaque directement sur Carthage. Rome s'en sentant capable, Hannibal va alors rentrer en urgence en Afrique, quittant une Italie où il était actif depuis 10 ans. En moins 202, la bataille de Zama est l'affrontement décisif.
en actuelle Tunisie, à quelques dizaines de kilomètres de Carthage, la puissance romaine, alliée à la cavalerie numide qui s'est retournée contre son traditionnel allié carthaginois, écrase les Puniques et impose à Carthage des conditions impitoyables. À l'évidence, cette dernière n'avait pas seulement perdu. Elle était désormais dans l'orbite de la superpuissance romaine. Plus jamais elle ne devait menacer Rome. Mais les populations de la péninsule avaient été tellement marquées par la violence et les atrocités de la guerre que, même réduites à l'état de vassalité, elles continuaient de hanter l'esprit des citoyens et des vétérans romains. En moins 146, sous le prétexte de régler une guerre secondaire entre les Puniques et un État voisin, Rome, suivant le mot d'ordre de Caton l'Ancien, il faut détruire Carthage, et sous le commandement de Scipion Émilien, petit-fils de l'Africain, chasse la population, rase la ville, la recouvre de sel et la maudit. C'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre punique, qui se résume en fait essentiellement dans le siège et la destruction totale de Carthage. La victoire romaine dans la Deuxième Guerre punique en moins 202 fait définitivement basculer Rome dans l'idéologie impériale, pas au sens du régime, mais de la logique d'expansion. Cela avait déjà été le cas après la victoire contre les Samnites au début du IIIe siècle. Mais c'est en fait tout un siècle qui fait évoluer la mentalité romaine en grand point de bascule, le premier en moins 290 au moment de la victoire qui lance Rome dans la logique d'expansion systématique, le deuxième en moins 241 après la fin de la première guerre punique qui va consacrer l'idée et la mise en pratique de provinces romaines, la première créée à ce moment-là est la Sicile, et donc de domaine colonial, le troisième étant la victoire de moins 202 contre Carthage, consacrant l'idée que Rome n'a plus de concurrents à l'ouest du bassin méditerranéen, à part les zones les plus turbulentes à contrôler, comme l'Ibérie ou la Gaule cisalpine, mais qui ne sont pas des empires concurrents, simplement des zones tribales à l'agitation permanente, et donc qu'elle doit se tourner vers l'est, d'une part par appât du gain, d'esclaves et de terres, tandis que la ville de Rome est toujours en pleine croissance et doit absorber une main-d'œuvre importante, mais aussi par volonté de se protéger des expansionnismes rivaux, les deux empires principaux de l'époque étant alors la Macédoine de Philippe V, qui, bien que déclinant, vivait encore sur le rêve des conquêtes d'Alexandre, et l'empire séleucide, lointain mais en pleine lutte pour prendre l'Asie mineure aux Macédoniens, et également par envie de vengeance contre les Macédoniens qui s'étaient alliés à Hannibal. Au cours du IIe siècle, avant Jésus-Christ, les Romains entrent donc en Grèce et libèrent, entre guillemets, les villes grecques de la domination macédonienne, même si cette libération ressemble plus à une nouvelle occupation. Si on se concentre sur l'évolution de la situation dans la péninsule italique, celle-ci a considérablement évolué depuis les guerres puniques, dans une société à la fois ravagée, embourgeoisée et plus nihiliste. Le fossé s'est très clairement creusé entre les classes les plus riches d'un côté, la plèbe et les esclaves de l'autre. Du côté des classes aisées coexistent désormais deux composantes. D'une part, l'ancienne classe de la noblesse sénatoriale qui s'est considérablement enrichie par les guerres de conquête, pillage et razzia, a monopolisé les postes de gouverneurs de province et autres hautes fonctions, a constitué de gigantesques domaines agricoles dans toute la péninsule, les latifundia, employant à volonté une énorme masse d'esclaves, et se retrouve politiquement dans les optimates, faction élitiste et conservatrice de la scène politique romaine. D'autre part, une nouvelle élite ascendante issue des conquêtes coloniales, classe de chevaliers notamment, auréolés de prestige militaire et d'argent, mais aussi de fonctionnaires auxiliaires des provinces, comme les publicains, collecteurs d'impôts qui se sont fortement enrichis, souvent à force de corruption et de terreur exercée sur les populations soumises, et qui reviennent à Rome pleins d'ambition. Politiquement, ils sont plus souvent associés aux populares, faisant socialement partie de l'élite, mais politiquement populistes et s'associant volontiers avec la plèbe. Du côté des pauvres, justement, se confondent de plus en plus deux composantes. La première est celle des petits propriétaires agricoles, qui, du fait des ravages causés par Hannibal lors de son aventure italienne, ont perdu du terrain au profit des latifundia, et n'ont pas eu les moyens de remettre en état leurs petites propriétés et sont venus s'entasser dans les quartiers pauvres de Rome, grossissant les rangs d'une plèbe désormais surnuméraire, volontiers turbulente, amatrice de courses de chars, de jeux du cirque, et de théâtres et vivant dans des immeubles de 3, 4 ou 5 étages. La deuxième est la masse énorme des esclaves, corvéables à merci, dont les situations varient de plus en plus entre les plus chanceux ou des brouillards qui réussissent à
obtenir de bonnes places comme intendant de domaine, secrétaire, voire pédagogue, et qui pour certains d'entre eux se font même affranchir, et l'écrasante majorité des autres, traités moins bien encore qu'en Grèce et qui au fur et à mesure du temps vont se faire remarquer par des révoltes d'esclaves de plus en plus fréquentes, notamment les fameuses guerres serviles, entre moins 140 et la fin de la République, la plus célèbre d'entre elles étant la révolte de Spartacus ou troisième guerre servile, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Concernant les rapports culturels de Rome avec la Grèce, il faut rappeler que l'influence sur la péninsule italique s'est largement effectuée à double sens. D'une part dans le sens d'une romanisation politique et militaire de l'Italie, mais aussi de l'hellénisation culturelle de la péninsule et notamment de Rome elle-même, d'une part les influences étrusques, d'autre part celles venues de Grèce continentale et surtout de Grande Grèce, de manière de plus en plus intensifiée après la guerre de Pyrrhus au début du IIIe siècle avant notre ère. Le monde hellénique exerçait un rayonnement indéniable sur la pensée romaine, et il n'était pas rare qu'au cours des guerres, des intellectuels grecs soient ramenés comme captifs à Rome afin de faire profiter aux Romains de leur savoir. C'est exactement le cas de Polybe, général de cavalerie grec originaire du Péloponnèse, capturé lors de l'entrée en Grèce des Romains, qui est emmené à Rome et se lie d'amitié avec Scipion Émilien, puis rédige ses histoires, qui narrent l'expansion de Rome dans le monde méditerranéen de manière très favorable. Il y a donc échange de bons procédés. La présence précoce de la culture grecque en Italie peut expliquer la faiblesse du fonds culturel artistique latin propre. Et pour cause, les Italiens ont spontanément eu recours à la culture grecque dans leur création. Et les premiers écrits artistiques en latin qui nous sont restés sont l'œuvre de Plaute et de Terence, et ne datent que de la fin du IIIe siècle et du début du IIe siècle avant notre ère. Si Terence demeure un peu plus proche des Grecs dans la forme et dans les thèmes, bien qu'assez romain lui aussi dans le fond, Plaute assume le caractère résolument romain et italien des pièces qu'il adapte les Grecs, c'est-à-dire l'effet comique assumé, la bouffonnerie, le recours à la farce, voire à l'aspect satirique, recherchant moins la finesse psychologique et le rendu vrai, très grec, que la couleur et le jeu très libre et excentrique des acteurs. Dans les domaines de l'histoire et de l'éloquence, en revanche, la prédominance grecque reste hégémonique. Le domaine où Rome reste le plus en retard reste la philosophie. Rejoignant les constats de la plupart des historiens et philosophes, Pierre Milza estime qu'il n'y a pas à proprement parler de philosophie romaine. Tout vient de la Grèce et les élites romaines vont largement se former là-bas. Le plus grand penseur romain, Cicéron, est avant tout un formidable passeur, vulgarisateur de la métaphysique grecque vers l'art de vivre romain. De manière générale, tous les épisodes que j'évoque ici développent ce qui est déjà dit par le philosophe Vincent Citeaux dans Histoire mondiale de la philosophie, notamment la fameuse ambassade de moins 155 ou encore l'opposition entre le romanisme exalté d'un Caton et l'hellénophilie résolue du clan des Scipions, sujet que j'évoque dans le 2e épisode d'Historiapolis au tout début de la chaîne, sur l'histoire de la philosophie romaine et que je vous encourage à aller voir. À la fin du IIIe siècle, on peut donc dire que les traits qui définissent dans sa spécificité la civilisation romaine sont à peu près définitivement fixés. La fusion entre le vieux fond italique et les apports de la civilisation étrusque, puis celle du monde grec et hellénique, elle-même enrichie des héritages de l'Orient, est achevée. Du nord au sud de la péninsule, on parle le latin comme langue véhiculaire, et l'uniformisation témoigne d'une unification et d'un sentiment d'appartenance collective que l'on peut qualifier de presque national. Pourtant, dans les années 130 à 120 avant Jésus-Christ, émerge une tentative de réforme profonde du système politique romain, tandis que le fossé socio-culturel entre noblesse et prolétariat romain s'était gravement creusé. Deux frères, Tiberius Gracchus et Caius Gracchus, petits-fils de Scipion l'Africain et que l'on surnomme les Gracques, issus des rangs des populaires, vont tenter de modifier les lois romaines en faveur du petit peuple, d'abord par Tiberius en moins 133 via ce qu'on appelle la Lex Sempronia, qui prévoyait le partage des terres de l'Ager Publicus, c'est-à-dire le domaine public romain, en petits lots attribués à la plèbe, au détriment des vastes surfaces occupées par les latifundia. Victime d'un complot des Optimates, il est assassiné en juillet de la même année et jeté dans le Tibre. Pire encore fut le destin de Caius Gracchus, qui, en moins 121, élu comme son frère tribun de la plèbe, était victime d'une répression qui devait se finir sur l'Aventin où il se donne la mort et où 3000 de ses partisans sont massacrés.
La leçon de cet épisode est que la fracture entre optimates et populares, entre une partie de l'élite et le peuple, était désormais irréversible dans la Rome républicaine. Cette situation chaotique ouvre alors une nouvelle page, qui est celle de la montée en puissance des militaires, des généraux dans la direction politique des affaires romaines. Au cours de la dernière décennie du IIe siècle, le général Caius Marius, originaire d'Arpino au sud du Latium, donc pas un vrai Romain, et de conditions modestes, mais qui avait victorieusement écrasé les Gaulois cisalpins, profite de l'incurie permanente du pouvoir de la noblesse pour se faire élire consul avec le soutien des populares, bien qu'il n'en fasse pas techniquement partie. Sa principale réforme va avoir des conséquences capitales dans l'évolution de la République. Il abolit la condition censitaire pour entrer dans l'armée, ce qui va permettre à de nombreux prolétaires de s'y engager. Nous voilà donc arrivés à la guerre sociale. Par guerre sociale, on désigne non pas un conflit de classe, mais la longue et terrible révolte des alliés italiens de Rome, exaspérés de voir perdurer et même s'aggraver une situation qui les maintenait dans un état d'infériorité par rapport aux citoyens romains. Ayant combattu aux côtés de ces derniers sur tous les champs de bataille, ils se voyaient refuser d'être associés aux bénéfices de la conquête et réclamaient le droit de cité. Initialement confites dans leurs privilèges, les élites romaines refusent toute négociation. Par ailleurs, la plèbe met de côté son opposition séculaire avec la noblesse et se range de son côté, faisant de Rome une cité unie contre les peuples italiens car elle estime que l'accès à la citoyenneté de ces derniers lui ferait perdre ses quelques avantages. Sur le plan strictement militaire, Rome va gagner ce conflit largement mené par les Samnites, bien que ce n'ait pas été facile du fait de l'habileté combattante des effectifs rebelles dont nombre de chefs étaient d'anciens légionnaires romains des diverses campagnes. Mais sur le plan politique, contrairement à l'habitude, Rome va se montrer d'une rare mansuétude. Accordant d'abord la citoyenneté en -90 à tous les rebelles qui s'étaient rendus à Rome ou avaient servi les intérêts de la République, elle étendra la citoyenneté à tous les peuples italiens à la fin de la guerre et accédera à la plupart de leurs demandes en dépit de leurs défaites. Le nombre de citoyens dans toute la péninsule va passer en 3 ans de 400 000 à 900 000. En réalité, il s'agit d'une défaite politique sans en être une pour Rome, car l'extension de la citoyenneté ne faisait que faire correspondre le droit à une réalité depuis longtemps déjà inscrite dans les mentalités. Les peuples italiens, soumis depuis longtemps à Rome et mélangés à elle, ne formaient avec l'URPS qu'un seul peuple au sens large, et l'évolution du droit ne faisait qu'accoucher d'un véritable État unitaire italien peuplé de citoyens égaux en droit et conscients d'appartenir à une même entité politique et culturelle. En fait, la suite de la guerre sociale va surtout annoncer des temps difficiles pour la plèbe et le parti des populares, et l'on va entrer dans une configuration essentiellement triangulaire. L'alliance des élites et de ce que l'historien Arnold Toynbee appelait un prolétariat extérieur, en l'occurrence les esclaves, contre le peuple autochtone romain constitué par la plèbe. De 88 à 79 avant Jésus-Christ, date de son retrait volontaire, c'est le général et consul Sylla qui va s'imposer comme figure politique centrale en s'appuyant sur les optimates, en rétablissant le pouvoir du Sénat et de la caste sénatoriale et en opérant une répression terrible à l'égard des populares, à l'aide d'une police politique féroce, reposant sur environ 10 000 esclaves transformés en sbires du pouvoir aristocrate. Durant cette décennie des années 80, Sylla, ancien lieutenant de Caius Marius, qui s'était retourné contre lui, va mettre en place une autocratie jamais vue auparavant, et qui va jusqu'à préfigurer le culte impérial qui sera mis en place à la fin de ce siècle par Auguste. Mais ayant restauré la puissance du Sénat, c'est par ce même Sénat que Sylla va se voir contraint de quitter la scène politique. Exaspéré par son autoritarisme, l'oligarchie sénatoriale, qui n'aime pas partager sa mainmise sur la chose politique, va finir par le pousser vers la sortie. Mais une fois Sylla écarté, l'oligarchie retombe vite dans les travers du chaos, et notamment la montée des revendications des esclaves, sur lesquelles avait en partie reposé l'écrasement des populares sous Sylla. C'est dans ce contexte que prend place la troisième guerre servile, où les esclaves menés par Spartacus sont écrasés en Apulie entre -73 et -71 par une armée dirigée par le richissime Crassus, qui va prendre alors la tête de la faction des populares en étant élu consul avec Pompée, qui de son côté enchaîne les conquêtes militaires d'abord en Espagne, puis en Orient,
conquérant une grande partie du Levant. Les tensions entre factions restent à leur sommet à Rome jusque dans les années -60 où, en -63 précisément, la conjuration de Catilina, tout en confirmant le retour progressif de la puissance des populares, entamée sous Crassus, montre par son échec à renverser la République que ce camp n'est pas encore totalement mûr. Jules César, notamment, proche des populares, avait laissé la conjuration se dérouler tout en s'en tenant prudemment à l'écart. En -62, c'est alors Cicéron qui est au fait de sa gloire, apparaissant comme un Optimas modéré, au grand talent oratoire, et comme un défenseur invétéré de la République. Mais il n'y a aucun doute que nous sommes alors, en ce milieu de 1er siècle avant notre ère, dans l'une de ces périodes d'accélération de l'histoire. En quelques années, mois, semaines, le vent tourne très vite et les changements majeurs se bousculent plus vite en quelques mois qu'en plusieurs décennies, voire siècles auparavant. Ainsi, très rapidement, 3 personnages reviennent soudainement sur le devant de la scène, éclipsant Cicéron. Il s'agit des 3 chefs charismatiques des populares, César, Pompée et Crassus, les 2 premiers étant respectivement de retour triomphal de campagne en Espagne et en Orient. Formidable stratège politique, César décide d'opérer un rapprochement et de sceller une alliance entre les 3. C'est ce qu'on appellera le premier triumvirat, mis en place en -60. Tandis que Crassus paye ses dettes, César, élu consul en -59, se fait attribuer le proconsulat des Gaules dans le cadre de la campagne qu'il entend y mener. Dans son livre sur l'histoire de l'Italie, Pierre Milza réalise un portrait intéressant de César. Caius Julius César appartient à une vieille famille patricienne, la gens Iulia, qui prétendait descendre de Iule, le fils d'aîné, donc de la déesse Vénus. Par ses liens familiaux avec Marius, dont il est le neveu, il se rattache au parti populaire, mais sa jeunesse ne laisse rien percer de ses ambitions. Familiarisé avec la culture grecque, il mène la vie d'un grand seigneur libertin, dépense sans compter, donne des jeux magnifiques et se couvre de dettes. À 26 ans, il s'engage dans la carrière politique. Il a du charme, il attire les sympathies, son éloquence est claire et convaincante. Il jouit d'une réputation de fermeté et ne manque ni d'audace ni de bravoure. Mais il est habité d'une ambition insatiable et convaincu que le régime de la cité ne saurait convenir à un empire en perpétuelle extension. Il pense que l'heure de la monarchie approche et entend bien qu'elle se réalise à son profit. Tout en gravissant un à un les degrés du cursus honorum, il participe à toutes les intrigues politiciennes échafaudées par les populares, habile à laisser les institutions se dégrader et les ambitions de ses adversaires se dévoiler. Son souci de voir se constituer une société plus équitable se marie donc avec son désir d'établir un pouvoir fort, dont il assumerait seul la charge et qui aurait vocation à étendre au monde entier la puissance civilisatrice de Rome. Homme talentueux, riche et brillant militaire, César a cependant, avant d'arriver au pouvoir, un peu moins de gloire que Pompée et surtout beaucoup moins d'argent que Crassus. Son génie résidera dans sa capacité à utiliser respectivement les vertus de l'un et la fortune de l'autre à son propre service. Par ailleurs, son choix des Gaules comme terrain de conquête avant de prendre le pouvoir pour lui seul, à Rome, est audacieux. Les Gaulois étaient reconnus comme étant parmi les meilleurs combattants au monde. En finissant par les soumettre en 52 avant notre ère, lors du siège d'Alésia, César non seulement va s'attirer une gloire inégalée, mais aussi la fidélité absolue de ses troupes. Un an auparavant, le premier triumvirat avait pris fin par la mort de Crassus en campagne en Syrie. Resté seul à Rome, Pompée se dépêche, dans un climat de chaos généralisé et de règne des brigands, de retirer à César toutes ses fonctions. Parmi les mesures prises par Pompée, il ordonne à César de licencier son armée en Gaule cisalpine et de revenir à Rome en simple citoyen. Ce dernier n'en aura cure. En -50, il franchit le Rubicon, se plaçant en situation d'illégalité, et lance avec ses légions la marche vers Rome. La vague césarienne emporte tout. Arrivé à Rome et occupant la ville, il poursuit Pompée qui prend la fuite jusqu'en Grèce et écrase son armée à la bataille de Pharsale en -48. Réfugié en Égypte, Pompée est assassiné par des hommes de main de Ptolémée XIII.
ce qui fournit paradoxalement à César un motif pour envahir l'Égypte et mettre sur le trône Cléopâtre VII. De -48 à -46, César poursuit et châtie les partisans de Pompée en Égypte, en Asie mineure, en Tunisie et en Espagne. De retour à Rome, après ce quadruple triomphe, il se fait accorder tous les pouvoirs en -44. À l'évidence, Pierre Milza a un regard très positif sur Jules César. Voici un long résumé de ses réalisations politiques. Fort de ses immenses pouvoirs, César entreprend toute une série de réformes destinées à adapter les institutions de la cité aux transformations de la société romaine et au gouvernement d'un empire dont les limites ne cessent de s'étendre. Après avoir rétabli la paix civile sans excès de violence et restauré les finances, il entreprend d'améliorer le fonctionnement des tribunaux, s'applique à réformer les mœurs par des lois limitant le luxe et met en œuvre à Rome d'immenses projets de restructuration urbaine. Il fait agrandir le forum romain, édifier la basilique Iulia et remplace la curie que Sylla avait fait construire par un nouvel édifice dont la situation, à l'angle inférieur du forum de César, symbolise le rôle secondaire désormais dévolu au Sénat. D'autres projets grandioses, comme le détournement du cours du Tibre et le drainage des marais pontins, ne pourront, faute de temps, être réalisés. Mais César n'a pas complètement oublié ses liens antérieurs avec le Parti populaire. Désireux de lutter contre la misère, il décide un moratoire sur les loyers, mais s'applique à donner du travail aux pauvres plutôt qu'à multiplier les mesures d'assistance. Pour cela, il distribue de moitié le nombre des bénéficiaires de distribution gratuite de blé et oblige les propriétaires à employer au moins un tiers de travailleurs libres. Les terres de l'Ager Campanus, jusqu'alors accaparées par les possédants, sont loties en faveur des citoyens pères d'au moins 3 enfants, ce qui permet d'installer une vingtaine de milliers de familles. Mais peut-être l'essentiel de son œuvre tient-elle dans l'effort que César a accompli pour hâter l'unification du monde romain. Au principe d'exploitation pure et simple de l'Empire, qui avait jusqu'alors prévalu pour le plus grand profit de l'oligarchie sénatoriale, il oppose à l'idée que Rome devait être la capitale d'un empire unifié. Il fit venir au Sénat des hommes nouveaux, originaires de diverses régions de l'Italie. Il accorda le droit de cité romain à des peuples entiers, en commençant par les habitants de la Gaule cisalpine, mesure qui parachevait l'unification politique de l'Italie, désormais soumise à un statut politique uniforme à l'intérieur de ses frontières naturelles. Il fonda des colonies hors d'Italie, notamment en Narbonnaise, en Espagne du Sud et en Afrique, pour y accueillir une partie de la plèbe romaine et hâter la romanisation de l'Empire. Il s'employa à protéger les provinciaux contre les excès des gouverneurs et des publicains et restaura l'autonomie municipale des villes de province. En -44, aux Ides de mars, Jules César est finalement assassiné. Ces meurtriers avaient commis l'erreur de ne pas avoir de réel projet ni de successeur pour prendre sa relève à la tête de Rome. En réalité, répondant à des impératifs immédiats, l'assassinat, mal préparé et mal commandité, s'il avait réussi à ôter la vie à César, ne répondait à aucune stratégie de long terme de la part du clan de l'aristocratie sénatoriale qu'il avait organisé. Rapidement, le consul et ancien lieutenant de César Marc-Antoine se révèle comme successeur des idées césariennes à la tête des populares. Le Sénat cherche alors une figure à lui opposer et la trouve en la personne du très jeune Octavien, le futur empereur Auguste, petit-neveu et fils adoptif de Jules César, que les sénateurs croient fragile et manipulable. C'est notamment Cicéron qui est à l'initiative de sa propulsion sur le devant de la scène politique, pensant avoir trouvé la figure de modéré qu'il cherche tant depuis des années, en ce qu'Octavien est à la fois lié à César et cherche à ménager le clan sénatorial. Le Sénat envoie alors au cours de l'année -43 Octavien chasser Marc-Antoine, réfugié en Cisalpine. À la guerre civile de Modène, Octavien met en fuite Marc-Antoine, mais le Sénat commence alors à se méfier de lui et met Decimus Brutus, l'instigateur principal de l'assassinat de César, en concurrence avec lui. Octavien va alors rejoindre le camp de Marc-Antoine et former avec lui et Lépide le second triumvirate, opposé au pouvoir de l'oligarchie. Dans le même temps, Cicéron est assassiné sur ordre de Marc-Antoine. Le chaos est de nouveau à son comble à Rome, et l'Empire romain semble vaciller dans son existence même,
les provinces orientales de l'Empire étant sous le contrôle de Brutus et Cassius, les provinces occidentales étant sous le contrôle du triumvirat. Mais militairement, le camp occidental et césarien est incontestablement plus fort. Marc-Antoine et Octave partent directement chercher les deux césaricides sur leur terre, et en octobre 42 les écrasent à la bataille de Philippe en Macédoine, qui devait également leur coûter la vie. À la suite de cette victoire, le second triumvirat est alors caduc, et l'Empire est partagé en 3 zones d'influence. L'Orient, qui revient à Marc-Antoine avec ses 19 légions, l'Occident, qui revient à Octavien et ses 16 légions, enfin l'Afrique, donnée à Lépide et ses 6 légions. En moins 36, Octavien parvient à récupérer les forces de Lépide après que celui-ci ait tenté d'envahir la Sicile, lui laissant la vie sauve, mais l'écartant de toute fonction politique. De son côté, Marc-Antoine s'était installé à Alexandrie et avait épousé Cléopâtre VII, ancienne compagne de César. Il comptait empêcher Octavien de prendre le contrôle de tout l'Empire depuis sa base, et grâce aux agents qu'il avait à Rome. Sa fortune colossale reposait sur l'argent des Lagides, et son armée était d'une puissance considérable. En moins 31, la guerre directe qui finit par s'engager a déjà des airs de confrontation Orient-Occident, y compris dans sa dimension culturelle profonde. C'est sur les eaux que se jouera le dénouement de cette guerre. À la bataille d'Actium, non loin des côtes de l'Épire, au sud de l'île de Corfou, la flotte d'Octave prend le dessus sur celle de Marc-Antoine et Cléopâtre qui prennent la fuite et, poursuivis jusqu'en Égypte, se donneront la mort l'année suivante. Voilà pour le deuxième épisode de cette série d'Historiapolis sur l'histoire de la Rome et de l'Italie antique, qui a balayé plusieurs siècles cruciaux de l'histoire de la République romaine. La prochaine fois, on abordera la transition vers l'Empire, la route vers son apogée et son déclin progressif, jusqu'à son invasion par les peuples germaniques, sa division en deux et sa lente agonie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter, le partager. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt sur Historiapolis.